Avançons, quatrième joueur du jour, on peut aller sur Domantas Sabonis si tu veux bien. Le petit topo vite fait, 36 minutes par match pour Sabonis, 82 matchs, il a joué les 82 matchs de saison régulière, 110 de true shooting plus, donc plus 10% relatif à la moyenne qu'on fixe à 100 par définition, 110, sur un usage de scoring de basketball référence de 22%, donc pas tellement, pas énorme, on va en parler je pense, mais c'est vrai que pour te lancer, on est vraiment sur toujours le moteur de l'attaque de Sacramento, même si collectivement, ça a été peut-être un peu moins étincelant et un peu plus décevant pour Sacramento. Eh ben, exactement, tu vois, c'est exactement ce que j'ai noté, parce que pour moi, c'est un joueur qui divise. Sur le plan statistique, c'est une machine, c'est dingue. Par contre, son impact n'est pas forcément évident en termes de victoire collective. Donc, côté plus, hein, je vais d'abord parler du côté positif. Meilleur rebondeur de la ligue avec 13,7 prises. Leader au nombre de triple-double, 26. Leader au nombre de double-double, 77 sur 82 matchs joués. C'est énorme, hein, quand je disais que c'est une machine, voilà, ça se reflète bien dans les chiffres. Et puis, il a même battu le record du nombre de double-double consécutifs avec 61 cette saison. Un record qui date de la fusion NBA quand même. Donc, c'est vraiment un monstre statistique. Et j'ai encore pas parlé de ses passes parce que là, il faut aussi ajouter 8,2 passes décisives. Il y a que Jokic et Chamberlain, hein, qui font mieux chez les intérieurs. Et à bien des égards, je pense que les Kings ont voulu peut-être copier un peu le jeu des Nuggets bâti sur Jokic, avec un point center comme ça. Sauf que à la différence, hein, des Nuggets, le casting n'est pas du tout le même autour. On a Fox qui a notamment besoin d'un peu plus de ligne de drive. Et puis forcément Sabonis n'a pas la même faculté pour scorer que Jokic. Ouais. Donc bon, la comparaison s'arrête là, mais en tout cas, je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. C'est un pivot qui va générer du jeu pour les autres. Euh, Là où il est le meilleur, je pense, Sabonis, c'est dans ses pauses d'écran. C'est celui qui génère le plus de screen assists par match, avec 6. C'est assez énorme, hein. Il y a beaucoup d'avance sur le second. Et quand je parlais de plaque tournante du passing, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de main à main, hein, de jeu sur main à main, de dribble and off, d'où ses screen assists, c'est-à-dire qu'il va pouvoir poser Ouais. un gros écran et en même temps faire un main à main pour voilà, générer une assist et générer un shoot d'un autre joueur des Kings. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'action typique, hein, des Kings qui caractérise un petit peu son jeu. Il n'y a pas que ça du tout en passe, hein. Il y a aussi des passes quand on regarde sa répartition. Ça va principalement sur les shooters. En premier, Keegan Murray. Et puis après, on a du Barnes et du Hurter. C'est même pas Fox, hein, ici. Donc vraiment, c'est un jeu de passe très bien réparti, qu'on retrouve chez Sabonis. La plaque tournante de l'attaque. Quand il est sur le terrain, les Kings vont faire 29 assists sur 100 possessions et quand il n'est pas sur le terrain, ça tombe à 24,7. Donc on voit bien que justement sans son big man, les Kings n'ont pas forcément ce même jeu de passe. Mais voilà, après, le côté un petit peu plus négatif, c'est que ça va pas forcément se traduire en victoire, parce que aussi dans le côté offense de Sabonis, on n'a pas ce côté spacing. C'est un joueur qui est vraiment les pieds ancrés dans la raquette. Il y a très peu de shoot en dehors, hein. Je crois que j'avais noté donc dans la restricted area, c'est 70% de ses shoots qui sont pris dans cette zone. Donc c'est vraiment Ouais. Ouais. un finisseur ultime. Il est très bon pour finir, hein. Voilà, il a une très bonne réussite. On est à 70%, 69,7% de réussite dans la restricted area. Euh, mais parce que voilà, il peut pas s'écarter beaucoup plus là où un Jokic peut scorer un petit peu plus à foison dans d'autres zones du terrain. Lui, c'est pas forcément ça. Euh, mais par contre je dis c'est un bon finisseur, il a tout ce jeu de feinte, hein. Tu sais, quand il va prendre un rebond off par exemple, il va avoir des feintes, il a le bon aussi footwork pour finir près du cercle. Donc voilà, c'est un bon finisseur, mais dans une partie du terrain vraiment très resserrée. Bah, c'est vrai que le premier truc, c'est qu'en effet, on a affaire à un mec qui, tu vois, qui fait des chiffres, là encore, très similaires à un meneur pass first, assez, assez bizarrement, alors qu'on penserait pas forcément à lui comme ça. Mais donc, le fameux ratio de playmaking, à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons, assist percentage divisé par l'usage percentage, pour le point technique, il est à 1,37. Donc, c'est un ratio, il n'y a pas d'unité, mais c'est un ratio qui est équivalent à, comme dire, des meneurs pass first, en fait. Ce que peut parfois faire un Chris Paul, des Ricky Rubio à l'époque, des Rajon Rondo, etc. Et on a vraiment ce style de jeu qui est orienté très passing. Et
D'ailleurs, au passage, quand on fait un petit filtrage NBA, je me suis amusé. Minimum 20% d'usage, donc un certain volume de responsabilité. Minimum 1000 minutes, évidemment, pour enlever les temps de jeu anecdotiques. Un certain niveau d'efficacité. Donc, moi, j'ai pris 1,20 points par tir, mais voilà, un certain niveau d'efficacité. Et au minimum 1,2 de ratio de playmaking, dans ce fameux ratio de passes faites selon ton nombre de ballons. Bref, qui est-ce qu'on a qui est à la fois très efficace et qui distribue beaucoup le jeu relatif au nombre de ballons qui passent entre ses mains? On a Jokic, James Harden, Haliburton et Sabonis. Voilà, ça fait quand même ça fait une belle petite liste. Et donc, lui est un peu là-dedans. Et c'est clairement un moteur, le moteur d'attaque de ces Kings, même s'il y a aussi De'Aaron Fox, mais qui est dans un style assez différent. Mais je pense que c'est aussi là qu'on voit toute, comment dire, tout le truc avec Sabonis. C'est-à-dire que à la fois c'est le moteur de l'équipe en termes de passing qui distribue, mais de l'autre côté, c'est pas lui non plus qui fait totalement la décision. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est par rapport au fait que les Kings se sont un peu écroulés en attaque. Pourquoi? Parce qu'ils étaient premiers l'an dernier. Ils sont passés à peine dans la moyenne, hein, à peine 14e cette année, de premier à 14e. Alors que dans le même temps, évidemment, la défense reste cata. Mais tu vois, c'est là aussi où on lit le Sabonis, c'est-à-dire, c'est un mec qui peut distribuer le jeu, mais qui n'a pas un scoring ou qui n'a pas une attaque assez implacable. C'est pas lui qui va scorer un peu à volonté et malgré ce que peut faire la défense en face. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ont fait les défenses cette année? Tout ce jeu de main à main que tu as décrit, il était déjà là l'an dernier, mais sauf que notamment, cette année, les équipes adverses ont fait des pré-rotations très, très tôt dans les possessions. En fait, elles ont bloqué l'accès au panier. Donc tout ce qui était un peu le jeu de cut de Sacramento, de ah tiens c'est surprenant, ah tiens il y a du mouvement, on est surpris, et tiens il y a un layup ouvert au niveau du panier parce que Sabonis en tour de contrôle il va faire une passe vers le mec qui coupe au panier. Cette année il y avait plus trop. Il y a beaucoup moins cette année ce genre de panier facile au niveau de l'arceau, ça a été complètement bloqué par les défenses adverses. Donc c'est là-dessus où tu vois, il y a un peu le yin et le yang. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a cet aspect où tu prends les stats un peu individuelles de Sabonis, il fera toujours ses stats, il y a toujours cette distribution de jeu. De l'autre côté, quand l'équipe adverse, quand la défense adverse verrouille un peu plus, il n'a pas ce côté création que, comme tu disais, un Jokic qui peut tout de même faire sauter le verrou. Et c'est peut-être un peu juste le truc qui manque pour moi à Sabonis, c'est que la plaque tournante, ok, mais pourquoi est-ce que Jokic est une plaque tournante de niveau MVP ou l'NBA? C'est parce que quand la plaque tournante peut pas marcher, parce que ça bloque autour et que la défense bloque autour, il reste quand même son propre scoring, Jokic, et c'est ce qu'on n'a pas trop avec Sabonis, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est quand je disais que voilà, il n'avait pas les mêmes velléités offensives, qu'il ne pouvait pas scorer dans d'autres coins du parquet, c'est un petit peu ça, hein. Jokic, il peut faire un pas de côté et puis mettre un step back. Lui, n'a pas ça dans son arsenal. Donc forcément, ils ont été mieux défendus. Après, c'est souvent ça, hein, les équipes qui font une surprise. C'était un peu le Ouais. Cendrillon l'an dernier. Ils sont qualifiés en playoff contre toutes les attentes. Là, souvent, tu es un petit peu plus attendu au tournant et puis les équipes s'adaptent. Donc là, ils sont beaucoup plus adaptés aussi au jeu des Kings, hein, les adversaires. Ouais. Donc collectivement, voilà, les résultats n'ont pas été là, c'est un petit peu dommage, mais il reste une plaque tournante. Donc comme je l'ai dit, c'est une machine à stats, mais qui se retranscrivent pas au niveau victoire collective. Un petit peu dommage. Tu vois, quelques chiffres aussi qu'on peut évoquer, mais que, bon, il est hyper efficace, mais parce que justement, il force pas trop son scoring, en fait. C'est un peu ça qui est dommage, parce que, comme dit, Jokic, il peut forcer le scoring et être efficace. Sabonis, il va pas trop forcer. Donc, il est très efficace, mais en même temps, pas un gros volume. D'ailleurs, autre argument que je voulais énumérer, d'ailleurs, le volume, à peine à 22% d'usage, ce qui est pas top, quoi. Tu vois, on a plein d'autres joueurs qui vont aller gratter les 25%, 30% d'usage, la barre un peu symbolique des stars, 35%, etc., etc. Lui, il a pas trop ça. On est sur un volume de scoring qui est très, très, très modeste, hein, vraiment pas énorme comparé à son statut et qu'est-ce qu'il peut représenter pour son équipe. Et même des chiffres un peu plus précis de création, on n'est même pas à une isolation par match en moyenne, même pas une. On est à 0,5 ou 0,6, je sais plus exactement. 0,6, voilà, j'ai retrouvé. 0,6, donc c'est très très peu. Et même en termes de post-up, on est à 2,5 par match, 2,6. Bon, on ne sait pas trop ce à quoi ça correspond, mais c'est le 17e total de NBA. Donc c'est derrière des mecs comme alors Jokic, Embiid évidemment, mais même tu vois des Siakam, des Sengun ou Bobby Portis aussi est par là. Mais voilà, c'est quand même pas un énorme total de création pure. Tu vois, je cite le 1 contre 1 de l'isolation et le post-up exprès parce que c'est les domaines de création. Et on le retrouve pas trop là-dedans. On le retrouve pas trop là-dedans en efficacité, mais même pas en volume, quoi. Il tente même pas de créer du jeu. Et donc c'est aussi pour ça qu'on peut avoir ce genre de phénomène où c'est la plaque tournante de l'équipe, mais en même temps, quand les défenses, comme tu dis, s'adaptent, parce qu'au bout d'un moment, on a compris comment ça fonctionnait, donc on s'adapte, l'année numéro 2, il peut pas forcer la décision et il peut pas passer outre ces schémas. Donc c'est peut-être un peu ce qui manque.
Après, tu vois, par rapport au shoot que tu as évoqué, c'est vrai que ça peut être un problème, mais en même temps, bon, bah, quand il a le ballon lui-même dans le périmètre, ça crée une sorte de spacing, quoi, tu vois, quand il est pas off-ball. Mais je te rejoins que peut-être que quand c'est Fox qui a la balle, on retombe sur, bah oui, Sabonis, quand il a pas la balle et qu'il doit être proche du panier, ou voilà, il y a pas de shoot, ça peut manquer à ce niveau-là, quoi. Et puis après, il y a la défense aussi. On n'a même pas parlé, mais c'est vrai qu'il perd des points là-dessus. Bah forcément, ouais, forcément il perd des points là-dessus. Alors c'est vrai que c'était une surprise. Il a quand même obtenu, je crois, une voix hein, dans les All Defensive Team. Alors honnêtement, à part parce qu'il a plus de 10 rebonds défensifs par match, je vois pas pourquoi. C'est toujours quelqu'un qui a été pour moi un petit peu en dessous de la moyenne parce que si tu le mets sur des postes 4, il va manquer de mobilité, il va être mis à défaut. Sur les postes 5, parfois, il est mis aussi en difficulté sur du post-up, hein. Il n'a pas forcément le coffre pour stopper les pivots, qui en plus, si tu es face à des pivots fuyants, alors là, j'en parle même pas. Donc, il est vraiment, globalement, il paye son manque de mobilité en défense. C'est indéniable, quoi. Alors, il y a quelques efforts quand même. Parce que la saison dernière, donc, les joueurs qui étaient défendus par Sabonis tiraient 2,7% de mieux que la moyenne des pivots, hein, donc il était 2,7% en dessous. Et cette année, c'est que 2%. Et puis surtout, il faisait beaucoup de fautes l'an dernier, alors que là, il a enregistré son plus faible taux, son plus faible taux de faute hein, personnel de toute sa carrière. Donc, il a peut-être essayé de faire des efforts, mais pour moi, ça reste encore largement, largement en dessous de la moyenne. En fait, pour moi, c'est juste un rempart physique. Un corps hein, que tu peux opposer face à des drives, mais il est rarement dans le bon timing pour contrer. Sur les aides à l'opposé aussi, c'est compliqué. Donc, même je l'ai vu sur des défenses parfois en drop qu'utilisent beaucoup les Nuggets avec Jokic, hein, quand Jokic est posé en drop. Même là, je l'ai vu se faire lober par des joueurs qui coupaient ligne de fond, qui coupaient backdoor. Donc, c'est pas un bon défenseur. Je note juste qu'il fait quelques efforts, mais que ça reste vraiment encore largement en dessous de la moyenne. Il y a quand même un truc qui fait bien, et très bien, c'est le rebond. Et c'est pas si, comment dire? C'est pas si anodin que ça. Et tu vois, notamment les Kings, d'ailleurs, sont première défense de NBA du rebond. C'est ceux qui autorisent le moins de rebonds offensifs de toute la NBA. Ça part aussi de lui, hein, je pense, parce qu'il y a ce côté, bah, les box-out, prendre de la place et même le timing, prendre des rebonds, les instincts, et cetera. Donc lui est un moteur énorme de ça. Bon, ça a d'autres conséquences parce que ils partent un peu moins rapidement en transition pour protéger le rebond, mais à la limite, passons. Donc il y a une vraie force et qui est pas du tout à sous-estimer. Tu vois, je pense aussi à Valanciunas aussi qui a un profil largement imparfait, mais qui apporte ce rebond et donc ça peut aussi faire du bien dans une NBA qui tourne aussi de plus en plus vers le fameux jeu des possessions, tu sais, où bah, on va chercher des cartouches à droite à gauche, donc le rebond, ça peut être aussi un domaine. Mais c'est vrai qu'à part ça, bon, même pas trop besoin de développer. Enfin, tu l'as déjà fait, mais le défense on ball, bah non. La défense de pick and roll, non. D'ailleurs, on utilise des schémas en edge, on le fait exprès, monter haut sur les écrans, faire des prises à deux parce que bah, c'est pour le cacher en fait, hein. On lui demande de faire des prises à deux, comme ça, le ballon va ailleurs et donc c'est au reste de la défense à tenir le coup, quoi. C'est un peu ça l'idée. Plus le fait aussi que, tu vois, tu parlais de, bah, c'est un corps. Enfin, il a pas de mobilité, mais c'est pas non plus comme si c'était un géant, quoi. Tu vois, il y a certains géants, ils sont un peu mobiles, mais ils sont un peu dominants au panier. Bah, lui, c'est vrai qu'on n'a pas trop ça, quoi. On n'a pas ce côté, bah, je bouge pas trop dans le périmètre, mais je suis une vraie encre défensive hyper solide, hyper grande, hyper longue autour du panier, et donc bon protecteur de panier. Bah, on n'a pas trop ça non plus, quoi. Donc, au final, tu vois, bon, on est qu'au début du classement, donc on a personne à le comparer, mais je pense que plus tard dans le top 100, on va évoquer pas mal de noms de créateurs offensifs qui, sans doute, en attaque, seront peut-être un peu moins bons que lui, mais le compromis défensif sera beaucoup moins important. Donc, c'est pas impossible pour moi qu'ils finissent derrière, je veux pas dire de nom précis pour l'instant, mais certains mecs qui, en attaque, ont peut-être moins d'importance, mais qui te coûtent aussi moins de points en défense. Et donc, au global, sont peut-être un peu plus rentables, quoi. Je pense, hein. Dans l'idée, c'est un peu comme ça que je perçois la valeur de Sabonis qui est un peu polarisant, quoi. Ouais, c'est complètement polarisant même, hein. Ouais, ouais, c'était les propos du début. Si tu regardes les statistiques brutes et même ce qu'il apporte dans les Kings, hein, c'est vraiment son rôle chez les Kings, c'est un rôle hyper important, encore une fois, mais voilà, il y a deux côtés hein, du parquet et malheureusement en défense, il te coûte des points, donc tu es obligé de t'adapter aussi en défense, d'avoir des schémas, comme tu l'as dit, des défenses en edge parfois, et bon, Ouais. c'est un joueur avec lequel tu es obligé de faire des compromis défensivement. Même si c'est une machine à rebond, hein, c'est vraiment, moi le nombre de double-double, ça reste quand même très impressionnant quand même, hein, donc non, c'est un très bon joueur. Après, comme tu l'as dit, dans le classement pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça aurait été bien d'en avoir un peu plus justement pour le jauger. C'est un mec aussi qui n'a pas été All-Star cette saison.
Oui, en effet, On ouais. accorde l'importance qu'on veut au All-Star, hein, mais il aurait vraiment été implacable en attaque, etc. Il aurait eu son étoile. Là, voilà, il y a peut-être des joueurs aussi qui, devant lui, sont peut-être plus forts, des deux côtés. De grandes forces, de grandes faiblesses aussi. Parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit un mec qui est à 20 points par match, comme tu dis, 14 rebonds et plus de 8 assists par match, Et hein. 8 à On le 6, voit pas ouais, tous les ouais. jours. Non, non. C'est le profil de Sabonis, quoi. Tu perds des points en défense, tu perds des points à la création. Et en même temps, si tu l'enlèves, t'as plus du tout la même identité offensive des Kings, en fait. Et donc t'as plus du tout la même équipe. T'as plus du tout une équipe compétente, je pense. Donc voilà, c'est ce côté joueur à compromis. Je pense que c'est un des plus gros joueurs à compromis qu'on ait en NBA. Mais ok, alors pour le classement, où est-ce qu'on le. D'ailleurs, question intéressante, on le met où on le met au-dessus de Franz Wagner ou en dessous alors? Moi, je l'ai mis au-dessus quand même. On est d'accord, hein. Ouais, Ouais, je l'ai mis pas au-dessus. trop de Ouais, ouais, débat. J'ai même pas posé la question, mais ça me paraissait un peu oui, évident. oui. Les deux Ok, donc premiers, il n'y a pas eu photo chez moi. oui, d'accord. Donc Domantas Sabonis, hop, au-dessus de Franz Wagner pour l'instant ce top 4. Ok, et donc on peut passer au quiz rapidement. Petit trivia, nous sommes le 8 mars 2024 et c'est un game winner contre les Spurs. Est-ce que tu te souviens de ça? Une action où ce n'est pas un game winner, genre un pull-up ou un post-up. Il fait une interception. Il reste quelques secondes à jouer. Il fait une interception dans son propre camp et il va scorer, mettre un panier avec le panier de la gagne contre les Spurs. Est-ce que tu es capable de me citer qui est sur le terrain au moment de cette action marquante de la saison? Alors, chez les Kings, Fox. Non, Fox n'est pas sur le terrain. Alors, c'est Monk, Exactement, Malik Monk est par là. Malik Monk. À côté de Sabonis, on a peut-être Keegan Murray, du classique. Oui, tout à fait. Keegan Murray, Harrison Barnes. Oui. Et puis, il m'en manque un là, non? Hurter? Hurter non. Non, pas Herter. Un mec. Attends, tu m'as dit en fin de saison? On est le 8 C'était mars, ouais, tout à fait. 8 mars. Comment il s'appelle l'autre là Keon Ellis, Exactement, tout à fait. J'allais te dire celui qui fait du vent. Keonelli, celui qui fait du vent. Ouais. Ok pour Sacramento, et du coup, côté Spurs, qui est sur le terrain? Wemby Et non, Wembanyama n'est pas sur ce match-là. n'est pas sur ce match-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Trey Jones, le meneur. Trey Jones n'est pas sur le terrain, justement. Et s'il avait été sur le terrain, il n'aurait Devin pas fait cette Vassell erreur. alors? Devin Vassell est sur le terrain, oui, tout à fait. Keldon Johnson? Keldon Johnson sur le terrain, tout à fait. Ah, là j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Comment ça Si je te dis Lewandowski. Lewandowski? Ouais. Ah, c'est polonais, donc c'est Sohan. Exactement, Jérémy Soran. Ok. Comment ça? Je sais plus son prénom, mais Champagny. Alors, comme il y en a deux, je sais plus Oui. lequel c'est. Les Spurs, ils ont le bon. Les Spurs, ils ont le Oui, frère bah, qui a été drafté. Ils n'ont pas l'undrafted. Mais non, il est pas là. il est pas Non, il là. est pas là. Il nous reste un intérieur qui était backup de Wembanyama, mais il a même commencé à côté de Wembanyama la Ah, saison. bah oui, l'ancien de Portland. Exactement. Collins, Zach Collins. Zach Collins, tout à fait. Et donc le dernier, celui qui, donc c'est pas Trey Jones, c'est un mec qui jouait meneur sur la possession, qui fait l'erreur fatale, hein, parce que c'est un game winner derrière qui leur coûte le match. Qu'est-ce que t'avais? T'avais les Black Wesley, là, les deux jeunes, et Malaki Branham. Exactement, Un Malaki des deux. Branham, tout à fait. Malaki Branham. Je suis content que tu le trouves parce que je savais pas comment te le faire deviner, hein. Malaki Branham, si tu Si, l'avais pas si, eu. non, mais les Spurs, je les ai assez bien en tête, mais voilà, Malaki Branham jouait meneur un petit peu peut-être sur la fin de saison. Oui. Ouais. Et là, il fait un peu une erreur, la passe nonchalante, tu sais, en fin de match que peut-être Trey Jones n'aurait pas fait, ou Chris Paul ne fera pas l'an prochain. Oui, voilà, c'est ça aussi. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.